10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une petite vidéo du week-end, du samedi, bien tranquille. La Coupe du Monde des clubs démarre demain, démarre même cette nuit à 2 h du matin. Le match d'ouverture Al Ahly contre l'Inter Miami à Miami. Le lendemain, on a Bayern Auckland City, on va parler de ce match très très vite. Et le soir, pas mal, dimanche soir, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid à Pasadena. 2 semaines après la finale de Champions, donc, Paris rejoue. Les hommes de Luis Enrique retrouvent la pelouse dans cette Coupe du Monde des clubs New Look, qui devient donc une compète à 32, qui devient une compétition quadriennale. Donc la prochaine édition, ce sera 2029, c'est plus en décembre. Quelques petites rencontres pour sacrer un vainqueur, un grand champion intercontinental. Vous êtes au courant, on est au courant, cette nouvelle Coupe du Monde des clubs, elle voit le jour et elle a un nouveau trophée qui a été designé par Tiffany & Co. Waouh, la classe. Et d'ailleurs, ils font beaucoup de trophées américains. J'ai vu trophée de la NBA, j'étais pas du tout au courant, trophée de la NBA, trophée de la NFL, beaucoup de trophées ici et là, la MLS Cup. La Coupe du Monde des clubs donc a son nouveau méga trophée qui a la caractéristique d'être parfaitement proportionné et dimensionné à l'ego de Gianni Infantino. Il est très très gros ce trophée, apparemment son nom est inscrit sur le trophée dans plus d'un emplacement, au moins 2 endroits où il y a écrit Gianni Infantino sur ce trophée de la Coupe du Monde des clubs. Mais ouais, tout ça pour dire, une compétition qui va durer 1 mois, la finale c'est le 13 juillet. Qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce qu'on pense de cette nouvelle Coupe du Monde des clubs? C'est une petite vidéo tranquille, pépère, avant le match de demain, où je pense qu'il y aura un débrief de Paris Saint-Germain Atlético. C'est juste pour vous donner mes quelques petites impressions et mon avis sur cette compétition. Si je commence par les points positifs, je veux dire, mon premier point d'intérêt, c'est que c'est un peu le premier épisode de la saison. Si on suit la série Netflix Foot, comme on le fait saison après saison, et c'est l'occasion d'avoir un petit aperçu, un petit amuse-bouche des tendances narratives qui vont se dessiner tout au long de la saison. Par exemple, sur les derniers jours, on a eu le transfert de Cherki à City. City joue la Coupe du Monde des clubs. On va voir Cherki disputer ses premières minutes avec City. Moi, je serais branché, peut-être pas en direct pour ça, mais en tout cas, je regarderai les images avec grand plaisir. Et s'il y a un petit parcours de Manchester City et de Ryan, ce sera kiffant à suivre. La même chose, peut-être encore plus, les premiers pas du Real Madrid de Xabi Alonso. On en parle depuis longtemps maintenant. Moi, j'ai trop hâte de voir comment ça va jouer. Quelles informations est-ce qu'on va avoir sur le système, l'animation, le choix des hommes. Il y a aussi des recrues importantes au Real Madrid. Alexander Arnold est présent dans le groupe pour la Coupe du Monde des clubs. Dean Huijsen aussi. Donc forcément, ça, c'est des points d'intérêt majeurs si on s'intéresse au foot. Et si la saison qui arrive nous intéresse, comme elle m'intéresse moi en tout cas, et là, c'est déjà l'occasion de voir quelques petites tendances se dessiner. Christophe Galtier disait on est des toxicomanes du foot. Ouais, on est aussi très très accro à cette série. Donc là, on a quelques petits morceaux supplémentaires. Et les premiers morceaux, par exemple, du Real Madrid de Xabi Alonso, pour voir comment ça va jouer. Je sais pas, il y a quelques recrues qui ont déjà été finalisées sur cette première pré-fenêtre de transfert là, du 1er au 10 juin. Par exemple, Liam Delap à Chelsea. Donc Chelsea a un nouvel attaquant. Comment est-ce que ça va jouer avec lui? Job Bellingham, le frère de Jude à Dortmund. Dortmund qui a cassé sa tirelire. Le transfert record du club pour recruter le frère de Jude. Et il pourrait croiser en plus la route du frangin en quart de finale, je crois, de cette Coupe du Monde des clubs. Ça aussi, ça m'intéresse plutôt. On va avoir les premiers pas d'Estevao, pas à Chelsea, mais ce sera l'occasion de le voir contre de l'adversité européenne. Et s'il est effectivement transféré définitivement à Chelsea, le transfert définitif est validé, mais je veux dire, s'il n'est pas prêté derrière, s'il intègre vraiment l'équipe première la saison prochaine de Chelsea, Messinho, qu'est-ce qu'il vaut réellement? Qu'est-ce que ce crack a dans les pattes? Comment est-ce qu'il va se débrouiller contre de l'adversité peut-être calibre Première Ligue? Est-ce qu'il pourrait croiser la route de Chelsea? Même ça, l'intérêt narratif, il est pas mal. Mais c'est l'occasion de déjà commencer à évaluer un petit peu ça sur une scène visible. Et, je sais pas, Franco Mastantuono, par exemple, aussi, qui a signé officiellement au Real Madrid. Il va disputer cette Coupe du Monde des clubs avec River Plate. C'est l'occasion, tout ça, c'est l'occasion d'avoir, comme je dis, un petit sneak peek, un aperçu de ce qu'on va avoir en face de nous sur la saison 2025-2026. C'est clairement le truc qui m'intéresse le plus dans cette Coupe du Monde des clubs. Le deuxième, parce que je suis pas un mec rabat-joie, les contes de fées. Ouais, c'est l'occasion, peut-être,
Même si en tant qu'Européen, on est surtout hypé par les matchs européens contre européens, bon, c'est quand même mon cas. Et c'est généralement les compétitions transcontinentales comme ça, intercontinentales, bon, il y a quand même un déficit, un déséquilibre de qualité assez fort, donc ça ne nous intéresse pas trop. Mais il faut dire que pour certains clubs, certaines communautés de supporters, c'est un très grand moment. Et même nous, on peut se prendre au jeu. Et c'est comme à la Coupe du Monde, comme à l'Euro, quand tu as des parcours un peu imprévus de petits poussets, un conte de fées qui se dessine. Si demain on a un beau parcours du Wydad Casablanca, des Mamelody Sundowns, de Seattle Sounders, de l'ES Tunis, peu importe, ça va être... Imaginez un de ces clubs qui arrive jusqu'au dernier carré, qui se frotte au Real Madrid, au Paris Saint-Germain. Ouais, pourquoi pas, ça peut être cool à suivre. Des héros naissent dans ces trajectoires-là et peut-être qu'il y en aura une, peut-être qu'il y aura un conte de fées, une histoire magique. Ça fait partie de la beauté de ce sport. Moi, je ne suis pas un mec grincheux, rabat-joie, donc s'il y en a une, s'il y a une belle histoire, je serai preneur et la suivre sera kiffant, c'est sûr. Le troisième truc, pour moi, le troisième point d'intérêt, c'est que les gros vont jouer. Je pense que pour le coup, ça va être supérieur à des matchs amicaux sur la dimension compétitive, l'engagement, la qualité des 11, par exemple, qui vont être présentés. Paris Saint-Germain, Atlético Madrid demain, si c'est 100% l'équipe B, je suis très surpris. Et surtout quand on va arriver quart de finale, demi-finale, je pense que les gros vont mettre leurs vrais joueurs. Il y a suffisamment d'incentives financiers. Il y a eu tellement campagne de pub autour de cette compétition, etc. Et il y aura des vrais matchs à enjeu. Imaginez, encore une fois, Paris-Real en demi-finale à New York là, dans 3 semaines. Je pense que les deux mettent leur vrai 11 et essayent vraiment de l'emporter. Donc là-dessus, il y aura de la qualité. Et je pense, sur cette compétition, sur ce mois de compétition, je m'attends quand même à 2, 3, 4 matchs. Saveur Ligue des Champions. Niveau Champions, on verra, parce que les corps sont un peu flingués après la saison. Cette Coupe du Monde, elle arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, pas du tout au bon moment. Ça, on va y venir sur les défauts. Mais par contre, je pense qu'il y aura quelques gros matchs. Peut-être pas tout de suite dès la phase de groupe, mais il y aura quelques gros matchs qui vaudront le détour. Peut-être plus encore que n'importe quel match de pré-saison qu'on a pu voir jusqu'alors. Même si on a eu des classicos de pré-saison aux États-Unis et tout, certaines rencontres qui étaient intéressantes. Je pense là, il y a un potentiel supérieur sur certains matchs. Donc c'est un truc que je dirais, les gros vont jouer et il va y avoir des gros matchs. Enfin, mon dernier point d'intérêt, quelques retrouvailles nostalgiques, de nostalgiques retrouvailles. Effectivement, si demain on voit l'Inter Miami de Lionel Messi et Luis Suarez, je sais pas, se qualifier et affronter le Manchester City de Pep Guardiola, Messi, Pep, je sais pas, il y a un truc assez sympa là-dedans. Sergio Ramos qui joue à Monterrey pourrait croiser la route du Real Madrid, ça ce serait sympa. Edinson Cavani à Boca Juniors, imaginez, contre le Paris Saint-Germain. Pareil pour Thiago Silva à Fluminense. Il peut y avoir des retrouvailles sympas et grosso modo cette Coupe du Monde des clubs, pour moi en tout cas, qui suit rien de ce qui se passe en dehors de l'Europe niveau club, c'est l'occasion de revoir de vieux amis, des gars qu'on a un petit peu oubliés, laissés de côté. Ça fait longtemps que j'ai pas vu même un match de Messi. Moi, je regarde pas les matchs de l'Inter Miami, je regarde pas la MLS, je regarde rien en dehors de l'Europe. Donc, c'est l'occasion de revoir certaines personnes qui nous ont fait bien vibrer sur la dernière décennie, des retrouvailles nostalgiques. Ça, c'est pour moi un vrai point d'intérêt de cette compétition. Ok, maintenant, mes points de réserve, j'en ai 2, mais ils sont forts. Le premier, c'est que oui, cette compétition, c'est pas la crème de la crème. C'est la fameuse Coupe du Monde des clubs, mondiale, intercontinentale, etc. Bon, on sait que le niveau compétitif, il est évidemment inférieur à la Champions, mais même sur la sélection des clubs qui font partie de cette compétition, bien sûr, il y a un déséquilibre entre certains clubs, genre Auckland City, qui est le club néo-zélandais, mais qui appartient pas à la A-League. Les meilleurs clubs néo-zélandais, ils font partie de la A-League, et du coup, j'imagine, ils jouent la Ligue des champions asiatiques. Eux, ils sont dans la Ligue néo-zélandaise, qui est une ligue amateur, et du coup, ils ont gagné la Ligue des champions océanienne, d'Océanie, mais selon Opta, ça les classe Auckland City, qui va jouer contre le Bayern demain. Apparemment, ils sont 4928e dans le monde. Au classement des clubs. Ça les classe à peu près au même niveau que les Mighty Tigers FC qui sont 10e de la Ligue du Malawi, par exemple. Grosso modo, c'est un club amateur. Ça, c'est leur stade à Auckland City. Très joli, hein, par ailleurs. Mais pas forcément une équipe qui va faire peur au Bayern Munich demain. Donc tout ça pour dire, il y a quelques clubs qui évidemment ont rien à faire là, entre guillemets, si ce n'est représenter la diversité du foot, la variété, notre magnifique planète foot et tout.
c'est beau dans l'esprit. Après, niveau compétitif, je pense qu'il va y avoir quelques raclés hardcore. La cote de la victoire d'Auckland City contre le Bayern est à 50, ça devrait être 500, je pense. Évidemment, ça peut vite tourner au carnage dans certaines rencontres de cette phase de groupe. Mais au-delà du déséquilibre compétitif, qui est évident qu'on connaît, il y a même le fait d'avoir validé la sélection des clubs bien en amont. Donc je crois que ça s'est clos en 2023 ou un truc. Donc il y a des équipes qui ont été sélectionnées qui font... Enfin, il y aurait pu avoir de meilleurs choix, je pense. Par exemple, quand la Juve fait partie de la compétition, c'est pas le top 2 des meilleures équipes italiennes. Il y a l'Inter et la Juve qui ont été pris en Serie A. Bon, en ce moment, on sait, la Juve, c'est pas top 2. Il y a de meilleures équipes en Italie, et c'est plus parce qu'ils étaient sur cette magnifique série de championnats nationaux remportés à l'époque où ils ont été sélectionnés. Pareil, au Portugal, on a donc Benfica et Porto, par exemple. Porto qui, si je dis pas de bêtises, a fait 2 saisons d'affilée 3e au Portugal. Si c'était une compétition qui représente vraiment la force du championnat portugais, il y aura peut-être plutôt le Sporting Portugal que Porto. Non, c'est trompé. C'est quelque chose que tu peux appliquer à pas mal de clubs qui sont là, mais honnêtement, aujourd'hui, ça ne représente pas le gratin du gratin. Tu peux dire peut-être la même chose sur Dortmund, sur quelques autres. Salzbourg, par exemple, les Autrichiens de Salzbourg qui sont là. Alors que ouais, ça a été très difficile. Et si tu regardes à l'inverse le classement de la phase de ligue de la dernière Champions, les 3 premiers ne sont pas dans la compète. Liverpool, Barça, Arsenal manque à l'appel. Pareil pour même le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, même si ça, bon, c'est beaucoup plus discutable. Est-ce que c'est vraiment les 9 meilleurs clubs d'Europe, etc. Et c'est normal qu'il n'y ait pas que des Européens, c'est la Coupe du Monde des clubs. Mais quand même, il manque de la qualité. Les choix qui ont été faits ne reflètent pas, même, je pense, la force numéro 1 des différentes confédérations. Je pense que c'est pareil. Je ne pense pas que les Seattle Sounders ou même l'Inter Miami soient les meilleures équipes de MLS et ainsi de suite. Donc, même là, il y a des choix un peu douteux qui ont été faits. Et ça, je dirais, le fait qu'on n'ait pas la crème de la crème sur cette Coupe du Monde des clubs, ça fait baisser un petit peu mon niveau d'intérêt. Et le deuxième, c'est que j'ai peur du flop. Je pense qu'il y a un vrai risque de flop parce que cette Coupe du Monde, elle tombe comme un cheveu sur la soupe. Effectivement, personne en a véritablement envie, je crois. On était tous bien prêts à partir en vacances. On est en vacances, on sera en vacances. C'est l'été. Les matchs, pour nous Européens, il y a beaucoup de matchs à genre 3h du mat'. Donc voilà, ça va pas particulièrement déchaîner les passions. 2 semaines après la finale de Champions, normalement, soit c'est un Euro ou une Coupe du Monde, mais qui enchaîne direct après, soit on est en vacances. Là, c'est vraiment, le timing est vraiment bizarre. Et apparemment, il y a beaucoup de stades en plus, même sur place. Donc, je parle du décalage horaire pour nous, télévisuellement, suivre les rencontres et tout. Mais il y a beaucoup de matchs sur place où les stades risquent d'être assez vides. C'est des stades américains, les clubs elles se passent aux États-Unis. On est sur des capacités grosses, 65 000, 82 000, 69 000 et tout. Et selon The Athletic, par exemple, le match entre les Mamelodi Sundowns et Fluminense a vendu moins de 10 000 billets. Ça se joue dans un stade de 82 000 places. Ou 65 000 places, pardon, celui-là. Mais pareil, Fluminense Ulsan, je ne sais pas si ça va vendre tant de places que ça. Je pense qu'il y a un vrai risque d'avoir des stades à 25-30% de remplissage qui se jouent, des matchs qui se jouent en pleine nuit pour nous. On frôle déjà très souvent l'overdose du foot. Et entre 2 saisons, il y a déjà assez peu de temps pour se re-hyper pour la prochaine saison. Je le sais, moi, en tant que créateur de contenu foot, clairement, la première partie des saisons, de août à décembre, c'est beaucoup moins intense, l'audience, l'engouement en général, même avec mes potes quand on en discute et tout. De plus en plus, les gens attendent janvier, février pour commencer à véritablement se brancher sur toutes les histoires intéressantes de la planète foot, parce que les saisons sont très longues, elles sont très longues. Il y a peu de temps de vraiment se régénérer et avoir l'envie qui revient. Par exemple, quand la NBA s'arrête, t'as plus de NBA pendant des mois et des mois et des mois. Quand elle reprend, tout le monde est refait. Et là, on sait en foot, c'est pas comme ça. Avec en plus cette Coupe du Monde des clubs que personne, je crois, véritablement veut. Les stades qui risquent d'être vides, les matchs en pleine nuit. Et si demain, le Bayern cale 14-0 à Auckland pour le deuxième match de la compète, je pense que ça peut vite prendre la tournure d'un flop et d'une compétition qui était parfaitement inutile et pas nécessaire. C'est un peu mon avis à la fin. Franchement, cette compétition, on va pas se mentir, elle me semble pas nécessaire. Elle a un vrai risque de flop.
ça peut mal tourner. Maintenant, j'ai quand même des curiosités. Ce que j'ai dit, je pense, au tout début, avec la possibilité de déjà anticiper un petit peu la saison qui arrive. Il y a des vraies choses qui m'intéressent. Genre, clairement, demain, highlight, Cherki doublé de passes décisives. Et, je vais regarder sur YouTube, c'est sûr. Et les gros matchs aussi, quart de finale, demi-finale, quand ça va commencer à arriver sur de la vraie adversité, les gros clubs qui mettent leurs gros 11 et tout. Ouais, ça m'intéressera. Les premiers pas du Real de Xabi Alonso. Ça, c'est des choses qui, sincèrement, m'intéressent. Sincèrement, pour ça, je vais me brancher sur des matchs et je pense que je vais en regarder. Même si j'en regarde 1 sur 5, c'est bien. Les gars, on est en vacances, tranquille. On prépare pépère la saison qui arrive. Mais ouais, un match sur 5, ce serait déjà cool. Pour l'instant, mon niveau de hype, 3 sur 10. Et pourtant, j'ai pas de mal à être très haut en température avant les grandes compétitions. Je vous demande régulièrement cette question. Vous êtes à quel niveau de hype avant Coupe du Monde, avant Euro ? Et parfois, j'entends, ouais, 5, 6, mais ça va venir au fur et à mesure du tournoi. Moi, systématiquement, je crois que c'est le fait de faire les vidéos Euro-Tour, Objectif Coupe du Monde et tout. Je suis systématiquement à 9, 10 sur 10 avant même le premier match. Normalement, je suis bouillant. Là, je ne suis pas du tout bouillant, je fais l'inverse de bouillant. Mais je peux envisager que ça monte à 7, 8. Si on a quelques grosses rencontres qui arrivent vite, avec des gros clubs bien engagés, si on a quelques petites épopées sympas à suivre aussi, si on a quelques retrouvailles nostalgiques qui nous donnent du baume au cœur, il peut y avoir de belles choses dans cette compétition. Et comme j'ai dit, je ne suis pas un grincheux, je ne suis pas un cynique. Je pars avec peu d'attente, 2, 3 sur 10. Et je suis prêt à être surpris de toutes les choses positives, les belles choses qui viendront, s'il y en a qui viennent effectivement. Mais pour l'instant, je dirais que j'ai un peu un feeling. C'est un peu là, on est un petit peu sur la première phase de la Nations League. La première phase de la Nations League, ça ressemble encore à des matchs amicaux. T'es pas là à te dire, oh, il faut absolument qu'on se qualifie pour le Final Four et tout. Bon, grosso modo, c'est cool. C'est un peu mieux que des matchs amicaux, mais voilà, c'est pas grand-chose. Par contre, je peux envisager qu'à partir des huitièmes de finale, quarts de finale, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on a vu et ce qu'on voit depuis quelques années maintenant de la Ligue des Nations. Moment vraiment décisif où tu vas aller chercher le trophée. Les demi-finales, le Final Four, demi-finale, finale, où là, waouh, il y a un niveau compétitif et il y a des matchs qui restent un petit peu dans les mémoires. France-Espagne, France-Belgique, même récemment, là, les matchs de cette année, le Portugal-Espagne en finale, le France-Espagne, etc. Il y a des rencontres fortes et il y a des moments de véritable engagement, de vrai niveau sportif. Donc ouais, mais pour l'instant, on est sur, en tout cas pour moi personnellement, sur mon niveau de hype. Je suis clairement sur la première partie de la Nations League, c'est-à-dire des matchs où s'il faut que je prenne des vacances dans l'année, pourquoi pas, oui, cette trêve internationale d'octobre. Généralement, c'est plutôt le bon moment. Peu d'attentes, donc je peux être que surpris positivement. Dans l'ensemble, on va pas se mentir, pas véritablement convaincu par le bien fondé de cette compétition. Et je pense pas du tout qu'elle était nécessaire. Mais maintenant qu'elle est là, on prendra ce qu'il y a de bon à prendre. Passez un excellent week-end les amis. J'espère que cette petite vidéo, tranquille, sans prétention, modeste, du samedi vous a plu. Et si c'est un bon Paris Atlético Madrid demain, ouais, peut-être on se retrouve. Parce que pour le coup, ça démarre assez fort. Avec un vrai match tonalité Ligue des Champions, qui était un match de phase de Ligue d'ailleurs de cette saison. Et ouais, le retour du PSG dans un match compétitif, dans un gros match, pourquoi pas. Ça peut être cool à suivre. Donc peut-être rendez-vous demain. Mais en attendant, passez un excellent week-end et quoi qu'il en soit, on se dit à bientôt. Ça c'est sûr. Bisous.